Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire l'atelier en 2 temps. Donc je vais essayer de vous faire une présentation intéressante en 45 minutes environ. Puis si à un moment vous n'en pouvez plus, vous pouvez lever la main et me dire « Arrête Alexandre, on ne comprend plus rien ». Dans un 2e temps, on va faire des questions-réponses. Et dans un 3e temps, comme vous êtes soit déjà formateur, soit déjà coach, soit aspirant formateur, aspirant coach, on va faire des exercices de co-développement, de supervision et des coachings à 2 ou à 3 parce que c'est marrant, avant tout. Ok ? Alors le thème de l'atelier, c'est comment lutter contre le syndrome de l'imposteur quand on est formateur, coach. Et je crois qu'on n'avait pas assez de caractère sur Meetup pour le rajouter, mais on aurait pu rajouter consultant. Parce que au final, c'est un peu la même chose. Et ce que je vous propose, c'est un peu de revenir en arrière sur ce qu'est la pédagogie, puisque les points communs entre les 3 métiers que j'ai cités, coaching, formation et consultant, ce sont des métiers de pédagogie. Si on remonte... Et comme on n'a pas les slides, je vais pouvoir complètement improviser, donc c'est très bien pour moi. Si on remonte très longtemps en arrière, on pense évidemment aux Grecs, on pense à Socrate et on imagine globalement un format qui ressemble à des personnes qui se retrouvent nues ou pas très habillées, parce qu'on est en Grèce quand même, pour discuter, pour philosopher, pour échanger sur des problématiques. Et c'est ce mythe qui en fait n'était pas un mythe, puisque ça a duré pendant des siècles ensuite, des pédagogues qui sont omniscients, qui sont extrêmement cultivés, de ces personnes qui sont capables d'enseigner à la fois les mathématiques, l'italien, le grec, la connaissance de soi. De ce monde-là, de ces théories de l'apprentissage, qui étaient des théories extrêmement libres, des théories basées sur la discussion, le dialogue, sur l'échange permanent, on a plaqué l'industrie. Si vous ne l'avez pas encore regardé, il y a une conférence TED qui est absolument obligatoire pour toute personne qui est soit formateur, soit coach, soit consultant, quoi que ce soit, qui est la conférence de quelqu'un qui s'appelle Ken Robinson, qui est un Anglais, et qui explique en détail comment le modèle de l'école moderne, de l'académie, de l'université, a été complètement copié sur le modèle de l'usine. Donc dans cette vidéo mémorable, vous avez des petits dessins que je vais essayer de refaire, où Ken Robinson explique que si on prend une usine de maïs, on a de la matière première qui rentre, du maïs, et à la sortie de l'usine, on a des conserves de maïs. Et l'école, on a fait à peu près la même chose. On a imaginé un lieu qui ressemble à ça, on fait rentrer des enfants, et à la fin, on a des têtes bien remplies qui sortent. Alors, Robinson, dans cette conférence que je vous recommande, s'attarde sur l'impact que ça a pour les élèves, à savoir standardisation de l'apprentissage, à savoir manque de créativité, à savoir parcours extrêmement tracé pour tout le monde. Ce qui explique d'ailleurs en partie pourquoi le taux d'échec des entreprises est si élevé en France, c'est parce qu'on crée des boîtes en pensant suivre des chemins tout tracés et on n'est pas du tout à l'aise avec la réalité qui est que chaque création d'entreprise est un chemin complètement original, singulier, unique, qui se découvre au fil du chemin et donc on ne peut s'en sortir qu'en s'adaptant continuellement et qu'en apprenant à chaque virage ce qu'on doit apprendre au moment donné. Mais ici, on pourrait aussi regarder l'impact que ça a côté pédagogie. Côté pédagogie, ce système industriel a créé une génération de profs, pourtant très motivés, pourtant très passionnés par leur sujet, pourtant vraiment convaincus de vouloir aider les élèves, mais des profs qui considèrent leur métier comme « j'ai un cerveau et dans ce cerveau, je dois avoir toutes les connaissances
nécessaires pour assurer ce travail de diffusion de compétences ici. Donc si je suis prof de SVT en 4e, je dois connaître par cœur le programme de SVT en 4e. Si je ne connais pas le programme de SVT de 5e et pas trop le programme de SVT de terminale, c'est au final pas très grave, parce que ce qu'on me demande et ce pourquoi je suis payé, c'est le programme de SVT de 4e. Évidemment... Ah bah c'est magnifique, mais là j'ai commencé à improviser, donc je sais plus ce qu'il y a dedans. Évidemment, ça pose plein de problèmes, parce que dans la classe de 4e, on a des gens qui sont de niveaux différents. Et on a des personnes qui auraient besoin d'entendre ce qu'il faut entendre en 6e, en 5e, ou des personnes qui ont besoin d'entendre ce qui se passe en terminale, voire même en classe préparatoire. Ça pose aussi problème parce que ça enferme complètement la pédagogie dans une somme de compétences, de connaissances présentes à un moment donné, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de connaissances ici. Et vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et aucun prof de SVT, de 4e, n'est capable d'aussi bien connaître le programme que Wikipédia. Ou n'importe quel autre site d'ailleurs. Et du coup, ça crée une génération de pédagogues, de profs, de formateurs, de coachs, etc., qui est marquée par le syndrome de l'imposteur. Et on est tous passés par là. À savoir, quel est mon rôle et au final, qu'est-ce que je peux vraiment apprendre à quelqu'un? Il y aura toujours un prof qui en a plus dans le cerveau que moi, il y aura toujours un formateur qui saura plus de choses sur le sujet donné, et puis il y aura toujours Internet, endroit sur lequel le savoir est absolument infini. Donc le syndrome de l'imposteur qui bloque énormément de formateurs, énormément de coachs dans leur phase de démarrage vient, selon moi, de cette analogie entre l'âge industriel et l'école moderne. Parce qu'au lieu de s'interroger sur c'est quoi ma pédagogie, c'est quoi la différence entre moi, ma manière d'enseigner et la manière d'enseigner des autres, on se préoccupe sur ce que je connais, la somme de compétences, la somme de connaissances, et à ce jeu-là, on est toujours perdant. Donc on va toujours douter. Si on part du principe qu'il faut avoir la réponse à toutes les questions, on ne peut être que perdant. Alors une fois qu'on a dit ça, on a bien posé le problème, mais on est encore très loin de la solution. La solution, c'est quoi? Il n'y en a pas vraiment, mais il y a 3 axes qui sont intéressants si on analyse le syndrome de l'imposteur. Le premier axe, c'est la relation à l'élève. Le deuxième axe, c'est l'apprentissage continu. Et le troisième axe, c'est le mélange des genres. Et je vous propose qu'on commence par le troisième axe. Alors, j'ai oublié ton prénom, mais tu l'as dit très justement tout à l'heure. Le coaching a en partie mauvaise presse en France. C'est vrai. En fait, ce n'est pas tant le coaching qui a mauvaise presse, c'est surtout qu'en France, on n'arrive pas à mélanger les genres et on est obnubilé par l'idée de créer des cases. Donc on en a créé plein. Par exemple, on a créé la case de prof. À côté, on a créé la case formateur. À côté, on a créé la case coach. À côté, on a créé la case consultant. Attention, c'est pas fini. On a créé la case ingénieur pédagogique. On a créé la case maître de conférence. On a créé la case prof particulier.
Et un exercice sociologique très intéressant à faire, c'est d'aller voir un maître de conférence à Assas et de lui dire « Ah mais on a des choses à se dire, moi je suis prof particulier » et de voir sa réaction, qui est, je pense, aussi dédaigneuse que Trump quand un Mexicain passe à la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on a créé comme autre case? Évidemment, la case mentor, etc. Et donc, vous allez trouver une quantité de littérature absolument hallucinante sur c'est quoi être vraiment un coach, c'est quoi être vraiment un formateur, c'est quoi être vraiment un consultant. Le problème de toutes ces approches, c'est la radicalité. C'est d'oublier que l'humain est à chaque fois différent, que chaque élève est différent, que chaque élève a des besoins différents, et qu'à certains moments, pour aider certaines personnes, vous allez devoir prendre la casquette de formateur, à d'autres moments, vous allez devoir prendre la casquette de coach, et à encore d'autres moments, vous allez devoir prendre peut-être la casquette, je ne vous le souhaite pas, d'ingénieur pédagogique. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est inutile et que c'est de la perte de temps de comprendre ce qu'il y a derrière chaque casquette. Alors, essayons de le définir un peu. Derrière la casquette de prof, on imagine le fait d'enseigner un programme donné, le fait de connaître un arbre de connaissances, un arbre de compétences et d'être capable de le synthétiser sous forme de programme. Derrière la case de formateur, on a vraiment cette idée de parcours de A à Z, de transformation. J'amène les gens d'un point A à un point B grâce à une formation qui est composée de différentes étapes. Derrière la case de coach, on va avoir la définition suivante. J'accompagne quelqu'un dans un parcours de transformation, je l'aide à définir ses objectifs et je l'accompagne dans l'atteinte de ses objectifs en le questionnant, en ayant une posture basse et en l'aidant à trouver lui-même les réponses. Derrière la case de consultant, on va avoir la définition suivante. Pour certaines situations données, je connais des méthodologies, je connais des manières de faire, je connais des méthodes qui peuvent être répliquées parce qu'elles fonctionnent toujours dans cet écosystème-là, dans cette configuration-là. Le consultant, c'est celui qui connaît des configurations. Derrière la case d'ingénieur pédagogique, il va y avoir la définition un peu barbare qui est, alors je vais vous donner l'officielle et l'officieuse. L'officielle définition de l'ingénieur pédagogique, c'est celui qui est capable de prendre un ensemble d'idées et de les regrouper sous forme de programmes de formation avec des objectifs, des finalités, des prérequis. La version officieuse, qui est la vraie version, c'est qu'ingénieur pédagogique est un terme qui a été inventé en France pour faire concilier deux mondes, le monde de l'apprentissage et le monde de l'administration, qui vous demande, si vous êtes formateur ou coach, et si vous voulez faire financer vos formations, de les présenter d'une certaine manière, codifiée par l'État, et sans faire des va-et-vient, évidemment, ça doit vous rappeler les petits dessins que j'ai faits tout à l'heure sur l'usine et sur l'école. Derrière la case de maître de conférence, on a mis la définition suivante, quelqu'un qui parle devant 4000 personnes sans jamais prendre aucune question et qui ensuite rentre chez lui. Et c'est ce qui se passe tous les jours dans l'université française. Derrière la case de prof particulier, on a mis la définition parfois un peu réductrice ou caricaturale du gentil gars qui n'est pas très bon, qui n'est pas capable d'être maître de conférence, qui n'est pas capable d'être coach, qui est encore moins capable d'être formateur, mais qui est une sorte de grand frère, grande sœur, qui va soutenir la personne et qui va lui dire « tu peux le faire mon gars, t'inquiète pas, ça va bien se passer, et puis je vais t'aider à faire tes devoirs ». Je caricature, mais en fait, au final, pas tant que ça. Le répétiteur. Le répétiteur, exactement. Et derrière la case de mentor, ça c'est super intéressant, la case de mentor, on l'a enfermée dans la définition, la personne qui est passée par les mêmes difficultés que vous et qui peut vous accompagner dans ce chemin, qui peut vous partager des enseignements, qui peut vous partager des retours d'expérience, qui peut vous partager des conseils
Et typiquement, c'est ce qu'on va retrouver dans les grosses boîtes où on va dire aux vieux qu'on n'arrive pas à virer, ton rôle, ça va être de former les jeunes, ça va être d'être le mentor. Et comme on les enferme dans cette case-là, on leur interdit parfois d'être formateurs, on les forme pas au coaching non plus, on les enferme dans ce rôle de mentor. Donc, une des sources du syndrome de l'imposteur et une des solutions, c'est de ne pas se laisser enfermer là-dedans. 90% des formateurs ou des coachs qui viennent me voir avec des syndromes de l'imposteur, qui viennent me voir avec des doutes sur leur activité, c'est à chaque fois le même scénario. Oui, je me sens à l'aise pour faire ça, mais je ne me sens pas à l'aise pour faire ça. Ou je me sens à l'aise pour faire ça, mais dès qu'on me pose une question, je suis tétanisé. Ou je me sens à l'aise pour faire ça, ça fait 20 ans que je suis dans une boîte, je donne des conseils, les gens viennent me voir quand ils ont une problématique, mais je suis tétanisé à l'idée de prendre le statut de formateur. Je suis tétanisé à l'idée de prendre le statut de coach. Qu'est-ce qui se passe dans toutes ces situations ? Il se passe simplement que le syndrome de l'imposteur vient d'un enfermement dans une de ces cases. La solution est d'aller justement à l'inverse de ça et de comprendre qu'il faut jouer avec chacune de ces cases-là et qu'il faut se forcer à se mettre dans des situations où on innove constamment en termes de pédagogie. On est tout le temps en train de s'interroger, de s'auto-évaluer, d'échanger avec d'autres pédagogues. C'est pour ça que l'exercice qu'on fera tout à l'heure va être super intéressant en plus. Je connais certains qui ont pas mal d'expérience de la pédagogie comme Sylvie, donc ça va être rigolo. Donc constamment se remettre en question et de tester de nouvelles manières d'enseigner. Souvent, je vous donne 3 exemples de personnes que j'ai rencontrées récemment. Je pense à une fille qui s'appelle Anna. Anna a un blog sur les relations amoureuses. Elle a écrit son premier livre sur les relations amoureuses. Le rêve d'Anna, c'est de devenir coach en relations amoureuses, love coach, etc. Comme nous tous, elle doit raffiner sa pédagogie, elle doit travailler son métier. Quel est le blocage d'Anna aujourd'hui ? C'est de parfois se laisser emprisonner dans la contre-argumentation, d'être souvent piégée, elle se piège elle-même dans un raisonnement qui est A ou B. La personne en face d'elle, la personne qui fait appel à ses services de coaching, dit B et elle dit A, et la discussion dure ainsi pendant 15 minutes, 20 minutes. Donc on est évidemment là très loin du coaching. On est plutôt dans de la formation en fait. Ça ne serait pas si choquant que ça pour un formateur de dire non, A c'est la vérité, tu peux pas dire B. Le soleil est jaune, il n'est pas blanc. Donc premier exemple de quelqu'un qui pour surmonter ce blocage-là doit en fait pas tant essayer de ne faire que des sessions de coaching, devrait plutôt commencer, comme elle le fait d'ailleurs avec son livre, à synthétiser sous forme de formation, à synthétiser comme le ferait un maître de conférence ou synthétiser comme le ferait un consultant, ce qu'elle a appris sur les relations amoureuses et notamment son gros domaine de prédilection, c'est très sociologique comme étude, c'est l'impact des applications de rencontres sur les relations amoureuses. Si ça vous intéresse, elle a écrit 300 pages sur le sujet que vous pouvez aller lire. Deuxième exemple. Alors, je vais changer les prénoms parce que comme plus c'est enregistré. C'est quelqu'un qui s'appelle Cédric. Cédric a bossé en tant que consultant pendant 25 ans. C'est quelqu'un de surqualifié dans son domaine, de super compétent. Qu'est-ce qui lui génère un syndrome de l'imposteur aujourd'hui ? Ce qui le tétanise, c'est de créer sa première formation. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé
que transmettre ce qu'il sait, ça ne peut se faire qu'avec des études de cas. Ça ne peut se faire qu'avec de la méthodologie. Et donc à chaque fois qu'un élève se renseigne sur sa formation, il se retrouve piégé dans la conversation suivante, à savoir, moi, Cédric, dans ce que je te propose, il y a la méthode A, la méthode B, la méthode C, et la personne arrive en disant, oui, mais moi, ma situation, c'est D. Et lui essaye au maximum de faire rentrer la situation de son élève dans un des cas de figure qu'il connaît. Parce qu'il est enfermé dans sa posture de consultant. Sauf qu'un cabinet de conseil, c'est simple, il refuse des clients. Un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'industrie automobile, comme c'était le cas pour Cédric, quand il voit un client qui est un fabricant d'avions, il lui dit « Désolé, on n'a pas la méthodologie en fait. On n'a pas la méthodo. On est spécialisé dans les voitures, pas dans les avions. » Quand on est pédagogue, on ne peut pas se permettre de faire ça. On ne peut pas être autant enfermé dans certains schémas que le consultant. Donc, ici, on est sur quelqu'un qui doit réussir à synthétiser ce qu'il a vu dans différents contextes sous forme de programme de formation. Troisième et dernier exemple. Quelqu'un que on va changer le prénom également, parce que je la connais très bien pour vivre avec elle, qui s'appelle Lucie. Lucie s'est lancée dans le monde des formations il y a 1 an. Quel était son premier blocage ? À chaque fois qu'elle faisait des formations, elle avait une énorme peur, elle avait un énorme syndrome de l'imposteur, elle avait tendance à surpréparer. Quand je dis surpréparer, c'est que si sa formation commençait le samedi à 8h, le vendredi, le jeudi, le mercredi, elle ne dormait quasiment pas. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle répétait à haute voix, c'était plaisant pour les personnes autour, quasiment chaque minute de son intervention. En disant, je vais parler de ça, après je vais parler de ça, après je vais parler de ça. Moi les slides, moi je suis un peu l'extrême inverse, parce que j'oublie mes slides, mais elle apprenait par cœur 120 slides. Qu'est-ce qui se passe derrière ça ? Le samedi, elle arrivait les premières fois, en étant complètement enfermée dans cette posture-là. Ça se traduisait par des moments de 24, 48, 72 heures qui sont des monologues et qui trahissent certains déséquilibres, comme je vais hausser la voix, je vais parler très fort parce que au final j'ai peur qu'il y ait une conversation, j'ai peur qu'il y ait une interaction, j'ai peur qu'il y ait ce qu'on voit ici, à savoir du coaching. Ok ? Si on fait un petit tour de parole rapide, qui a l'impression aujourd'hui d'être enfermé, levez la main, dans une de ces cases-là ? Qui a l'impression de ne pas maîtriser certaines cases qui sont ici ? Toi, laquelle ? Plutôt maître de conférence. Toi, tu penses que tu es enfermé là-dedans ? Non, c'est ce que je ne maîtrise pas. Ah, tu ne maîtrises pas. Alors, laquelle tu maîtrises ? Plutôt le coaching. D'accord. Toi, tu maîtrises ça et tu as le sentiment que si on te met devant un groupe, si on te laisse la parole, tu ne seras pas à l'aise pour détailler un propos comme le ferait un maître de conférence. Plutôt comme Lucie, c'est-à-dire que j'aurais tendance à être à beaucoup travailler pour être sûr que... D'accord, ça va te stresser, ça va te bloquer. Qui d'autre ? Soyez pas timide. Ah, toi. Alors, toi, tu te sens à l'aise avec quelle case et tu te sens mal à l'aise avec laquelle ? Alors, moi, je suis en reconversion oui. professionnelle. Et donc, je suis urbaniste à la base, en prestataire de service. Donc, en fait, j'ai des automatismes de 25 ans de pratique de consultante. D'accord. Donc, toi, tu es là-dedans. Voilà. Après, toi, tu es Cédric. Mon histoire personnelle fait que je me suis formé au coaching en développement personnel. D'accord. J'accompagne les parents d'adolescents. D'accord. Voilà. Là, j'ai commencé à débloquer des choses. Ouais. Mais je n'ai pas encore tout débloqué. C'est-à-dire que moi, je suis conditionné trouveuse de solutions. Ouais. C'est ça, le consultant. Le coaching, c'est révéler les ressources. Voilà. Alors, je pratique là des coachings, donc j'arrive. Mais ce n'est pas encore complètement naturel, parce que 25 ans de pratique, les automatismes, ils sont là. Oui. Et oui.
Situation inverse des deux côtés. La notion de mélange de genres, parce que c'est comment sortir du dilemme en fait, c'est bien. Elle est indispensable. Voilà, Elle est parce que indispensable. Très bien, et j'en ai pratiqué en coaching, finir le coaching en disant attention, là, on n'est plus en coaching, mais sur Absolument. tel sujet, en termes de retour d'expérience ou un conseil, voilà, là, on peut ouvrir quelque chose. Alors, Christelle, ton prénom, c'est ça? Oui. Oui. Christelle vient de dire quelque chose de fondamental, vous avez tous entendu, à savoir préciser à la personne en face dans quel cadre on se trouve en ce moment. Est-ce qu'on est dans un cadre de formation? Est-ce qu'on est dans un cadre de coaching? Est-ce qu'on est dans un cadre de consultant? Dans quel cadre on se trouve? Et ça, c'est essentiel. Mais c'est intéressant de vous entendre toutes les deux et de voir que vous avez deux peurs inverses. Toi, la peur le fait de trop préparer dès que tu es dans des situations de maître de conférence, et toi, la peur d'avoir les 25 années de réflexes de consultant qui empiètent sur ta posture de coach. Concrètement, si vous deviez retenir 3 points de ce que je viens de faire. Donc le premier point, c'est ce qu'on a dit, ne pas se laisser enfermer dans une case, être conscient que souvent le syndrome de l'imposteur, la peur, le manque de confiance vient d'un enfermement dans une des cases. Et ne pas avoir peur d'aller dans les autres cases. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est dès que vous avez l'opportunité de tester une case que vous n'avez jamais testée, il faut le faire. Il faut le faire. C'est ça qui fait grandir. Donner pendant 10 ans la même formation aux mêmes personnes, sur la même configuration, c'est pas de la pédagogie. C'est travailler à la chaîne à l'usine. C'est exactement le même boulot pour moi. C'est la même chose que de serrer des boulons. Et c'est pour ça que, malheureusement, prof à l'éducation nationale, c'est une des 3 professions où il y a le plus de suicides en France. Après flic et infirmier. Non mais tu vois, il faut appeler un chat, quoi. Ouais. Et malheureusement, ce qu'on a fait du job d'enseignant, c'est serrer des boulons. C'est répéter la même chose tout le temps. C'est pas normal que la blague la plus populaire à l'éducation nationale, c'est de dire aux profs qui arrivent lors de sa première année, écris bien tes cours la première année, il faudra pouvoir les relire dans 25 ans. Flippant. Qu'est-ce que je racontais? Oui, donc dès qu'on peut mélanger, on mélange. Alors oui, ça fait peur, oui, c'est tester des choses nouvelles, oui, au début, on va peut-être être un peu moins bon, mais c'est comme ça qu'on apprend. Moi, je ne me suis pas vraiment présenté, mais j'ai découvert ça au fil des années. Ça fait 10 ans que je donne des cours. J'ai fait mon lycée, je suis arrivé en prépa. En cochant la mauvaise case sur admission post-bac. Je voulais faire Sciences Po, je voulais être diplomate, je me trompe, j'arrive en prépa école de commerce, je ne savais même pas que c'était une école de commerce, ma mère était trapéziste dans des cirques, mon père était psy, personne à la maison ne savait ce que c'était. Donc littéralement, je me retrouve bloqué dans comme le chemin de l'usine, je ne sais même pas ce qu'est l'usine. Et ce qui me sauve en la faisant très courte, c'est de rencontrer une prof de maths avec qui il y a un coup de foudre, il y a un déclic et avec qui on commence à parler de pédagogie. Je passe ces 2 années, j'arrive en école, il faut que je gagne un peu d'argent pour payer mon loyer et je commence à donner des cours particuliers. Je me rends compte que j'adore ça, j'en donne beaucoup, je commence à donner des cours collectifs, donc à être pas loin du maître de conférence. Je monte jusqu'à 40 personnes. Et puis, je commence à bosser pour une asso qui accompagne des lycéens déscolarisés, violents, ce qui me rappelle des souvenirs pas très heureux, comme le jour où je suis arrivé en partage, ce qu'ils appelaient le partage d'expérience, et quelqu'un a sorti un couteau devant moi. Mais on me demande de jouer le rôle de mentor, donc on me demande d'arriver et non pas de faire une formation, non pas de faire du coaching, mais simplement de dire voilà ce qui moi m'a donné le goût des études et je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi et peut-être ça vous donnera envie de vous rescolariser. Et après avoir testé ça, je crée Live Mentor
je commence à créer des premières formations. Je me rends compte que ce qui me plaît le plus, c'est le coaching, et à faire beaucoup de coaching individuel. On commence à être contacté par des grandes entreprises qui viennent vers nous en nous demandant plus du consulting que de la formation. Et ça, par contre, je ne l'ai jamais fait. Je pourrais le faire. Ingénieur pédagogique. Au final, je pense très sincèrement que le meilleur choix que j'ai fait sur les dernières années, et en fait, ce n'est pas vraiment un choix conscient, c'est un heureux hasard, a été de passer de là à là, à là, à là, à là, à là. C'est ça qui m'a permis d'apprendre, c'est ça qui m'a permis de réfléchir à la pédagogie, c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que ce qui marche dans un contexte A ne marche pas dans un contexte B. Et puis c'est ça qui cultive le goût d'apprendre. C'est ça qui cultive le goût de transmettre. Parce que, et c'est un peu un aparté par rapport au sujet initial, mais important peut-être aussi, oui, il faut lutter contre le syndrome de l'imposteur quand on est formateur et coach, mais il faut également lutter contre d'autres syndromes. Il faut lutter contre le syndrome de transfert. Il faut lutter contre l'épuisement. Il faut lutter contre une réalité qui est les personnes que vous accompagnez vous partagent beaucoup de choses. Ce n'est pas un métier classique. C'est un métier où vous encaissez. Vous encaissez. Alors, pas des coups, enfin, j'espère, mais vous encaissez des histoires. Beaucoup d'histoires, beaucoup de récits. Et au bout d'un moment, en fait, la question est plus tant comment sortir du syndrome de l'imposteur, mais comment est-ce que je peux sortir du métier de formateur, parce que j'en ai trop marre, ou du métier de coach. Parce que vous êtes toujours en écoute. Et donc, systématiquement, au bout d'un moment, chaque formateur, chaque coach se dit « mais moi qui m'écoute, mais au final, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, d'accompagner des gens ?» Il y a plusieurs solutions à ça. Il y en a une qui consiste justement à varier les plaisirs et à se mettre dans des situations très différentes. Parce que si vous faites que du coaching avec le même type de personnes, sur la même forme de coaching pendant 10 ans, c'est vraiment dur. C'est vraiment, vraiment dur. Une autre chose dont on parlera peut-être ensuite lors des questions-réponses ou du café, mais c'est de se faire soi-même accompagner, soit en suivant des formations, soit en se faisant soi-même coacher, pour sortir de la position A et se mettre dans la position B. Et ce n'est pas un hasard si les profs adorent autant suivre des formations, c'est parce que ça fait un bien fou de se mettre dans la situation de l'élève. Moi, je le fais chaque mois. J'adore ça, quoi. Je suis élève modèle, quoi. Dès qu'ils me voient arriver, ils sont genre, ils sont au premier rang. Parce que c'est un plaisir en fait infini de se dire, bah là, j'ai rien à expliquer, j'ai pas d'effort à faire. Vous voyez, c'est ce truc-là qui est très plaisant quand on est soi-même formateur, soi-même coach, quand on apprend. Ok, donc ça c'était un premier point sur le mélange des genres. Et comment le maîtriser permet de sortir du syndrome de l'imposteur. Deuxième syndrome de l'imposteur, apprentissage continu. Donc, on revient à la base. Si on si on essaye de formuler cette peur avec le plus de précision possible, je ne me sens pas légitime. Je ne connais rien au sujet X. Voilà. Là, je pense qu'on a tout dit. Je suis coach et j'ai une personne qui vient me voir. Je suis, coach en prise de parole, comme Sylvie. Et j'ai l'habitude d'accompagner des artistes. Je suis très fort dans l'accompagnement d'artistes. Je suis super fort. On me donne un musicien, on me donne quelqu'un de Sing with Voice, danse avec les stars. Aucun problème. Et puis là, pour la première fois, il y a un patron du CAC 40 qui vient et qui me dit, moi, ce qui commence à me terrifier, c'est de parler devant mon comité de direction. Il y a 20 personnes. On gagne tous beaucoup d'argent. Je sais que sur les 20, il y en a 18 qui veulent prendre ma place. Je suis tétanisé. Et là, une réaction naturelle mais dangereuse pour le formateur, le coach, c'est « Aïe,
je me sens pas légitime, je connais rien au sujet. Moi, je vais rarement dans des comités de direction du CAC 40, donc j'en sais rien de ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? Alors premièrement, avant de dire comment est-ce qu'on lutte contre ça, comment est-ce qu'on doit réagir dans ce genre de situation, faut comprendre pourquoi il est essentiel de réagir dans ce genre de situation. Et je le redis, il est essentiel de réagir parce que c'est en y allant, même si ça fait peur, qu'on apprend. C'est en y allant qu'on retrouve le plaisir profond d'enseigner, de transmettre, de coacher. Donc il faut absolument y aller. C'est aussi comme ça qu'on commence à être capable de faire des ponts, de tisser des lignes entre ce qu'on a vu dans un domaine A et ce qui se passe dans un domaine B. C'est comme ça qu'on peut tisser des ponts entre les problématiques des artistes et les problématiques des patrons du CAC 40. Comment on fait concrètement? Eh bien, on se met en apprentissage continu. Comment on se met en apprentissage continu? On pose des questions. Et on pose beaucoup de questions. La pire erreur que vous pouvez faire quand quelqu'un vient vous voir pour une éventuelle formation, un éventuel coaching, c'est de répondre tout de suite « oui, je peux le faire ». C'est une erreur colossale. Colossale. Déjà parce que personne ne va se rétracter si vous répondez simplement « pourquoi pas, mais j'ai pas mal de questions à te poser avant qu'on décide de bosser ensemble ». Personne ne va stresser, personne ne va sortir de la pièce en courant en disant « oula, le mec a l'air pas sûr de lui, je me barre ». Personne ne va penser comme ça. Mais surtout, le fait de ne pas avoir cette étape où vraiment vous vous plongez totalement dans la problématique de l'autre ne vous permet pas de progresser. Alors ça veut dire quoi poser des questions? Poser des questions, c'est arriver à se mettre dans un état émotionnel, dans un état mental où vous oubliez l'espace de 10, 20, 30 minutes, 1 heure, tous vos réflexes de pédagogie, où vous laissez de côté votre programme, vous laissez de côté votre méthode, vous laissez tout de côté. Vous êtes drivé par un seul objectif qui est « je veux comprendre à 3000% la réalité de cette personne ». Je reprends mon exemple du dirigeant dans son comité d'entreprise. Ok, à quoi ça ressemble? Qui sont les membres présents? Comment ils s'appellent? Qui dirige qui? Quelles sont leurs responsabilités? À quel intervalle vous vous retrouvez? Comment ça fonctionne une réunion classique? Qui prend la parole en premier? Est-ce qu'il y a un ordre du jour? Est-ce que chacun prend la parole? Quels sont les types de personnalités autour de la table? Quel est ton meilleur allié? Quel est ton pire ennemi? Et je vous en fais, je pense, 1/100 de ce que je pose comme question dans ce genre de situation. À chaque fois que je décide de prendre un coaching ou je décide d'aller faire une formation dans un contexte nouveau, j'ai au minimum 2 heures où je sors littéralement mon interlocuteur de questions pour vraiment comprendre ce qui se passe. Une fois que vous avez fait cette première étape, poser des questions, c'est là où l'approche justement du consultant est utile pour vous. N'est pas forcément utile dans la relation que vous avez avec la personne, mais utile pour vous. La manière dont vous voulez réfléchir intérieurement après cette étape-là, c'est comme un consultant, à savoir une cartographie des problèmes. En juillet, c'était cette année ou l'année d'avant? Oh, je ne sais plus, je suis vieux. Il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. J'ai reçu un appel d'une nana exceptionnelle qui s'appelle Ina Mialash et qui est une artiste qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Solange te parle, qui est aussi comédienne, qui est aussi écrivain, qui est aussi danseuse, qui est plein de choses à la fois. Et une fille qui est canadienne à la base, qui vit en France depuis très longtemps et qui est une artiste à 3000%. Et on avait une connaissance en commun qui avait fait l'intermédiaire et Ina arrivait avec la problématique
je suis artiste, ça marche depuis 10 ans, mais il y a toujours des intermédiaires, il y a toujours des gens, des agents, des boîtes de production, des maisons d'édition, et ça me freine, ça me bloque dans ma créativité, et en plus, j'ai l'impression d'être toujours infantilisé par ces personnes-là. Est-ce que tu peux m'aider, Alex? Moi, est-ce que j'ai déjà coaché des personnes qui ont 400 000 abonnés sur YouTube et qui font des vidéos seuls dans leur salle de bain à moitié nus? Non. Donc, j'étais flippé, quoi. Et en même temps, j'étais super excité de le faire. Donc, je les sors de questions et ensuite, réflexe de consultant, il faut que j'essaye de cartographier. Et je ne prétends pas, au bout de 2 heures, être capable de cartographier toutes les problématiques des artistes, mais de tout ce qu'on vient de me dire là, en fait, je reprends un réflexe assez scolaire quand je bosse sur mes notes de coaching, qui est de faire comme une sorte de dissertation en 3 parties. Et donc, je me rappelle avoir écrit sur mon carnet à la fin de l'échange avec Ina les 3 problématiques principales. Première problématique qu'elle m'avait exposée et qui avait l'air énorme dans son industrie, dans son secteur, les intermédiaires. Deuxième problématique très forte auprès d'Ina, la différence entre l'audience et la communauté. Elle était suivie par plein de personnes, mais elle était tellement stressée par ce monde qu'elle ne leur parlait jamais. Elle répondait à aucun commentaire, elle recevait des mails, elle ne les lisait même pas. Elle ne voulait absolument pas voir ce qui se disait sur elle. Alors, il disait des choses très bien. Et troisième problématique, comment structurer son activité de manière juridique, de manière économique, etc. Le fait de faire ça me permet à moi de sortir du syndrome de l'imposteur et de savoir où je suis. Donc, j'ai ma première étape où j'aspire un maximum de connaissances. Et encore une fois, ça ne peut fonctionner que si vous coupez votre cerveau complètement. Que si vous adoptez une rigueur intellectuelle colossale avec vous-même pour éviter le réflexe « Ah oui, mais ça me fait penser à ça. Ah, mais elle devrait faire ça. » Non, ce n'est pas le moment en fait. Ce n'est pas le moment de lui suggérer des choses. Ce n'est pas le moment de penser à quelque chose. C'est le moment d'écouter. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Profitez-en, c'est rare. Donc, il faut profiter au maximum. Deuxième étape, maintenant que j'ai pris tout ça, il faut très très vite que je réussisse à le cartographier. Et troisième étape, de l'apprentissage continu, c'est là que je vais aller me former, c'est là que je vais aller chercher des ressources. Alors, on touche à un point essentiel quand on dit ça. Reprenons mon exemple d'Ina. J'ai fait mon étape 1, j'ai fait mon étape 2. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si ensuite je reprends le cours normal de ma vie et je continue de lire des études, des livres, écouter des podcasts sur les problématiques des boîtes normales. Les problématiques de développement, de marketing, de communication, des startups, des PME, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout ce qui vient à moi en termes de ressources, en termes d'inspiration, est à des années-lumière de ce qu'elle m'a raconté elle. D'où le deuxième piège. Le premier, vous vous rappelez, était de se laisser enfermer dans une posture de pédagogie. Le deuxième piège est de se laisser enfermer dans un certain type de ressources, dans un certain type d'inspiration. De suivre toujours les mêmes personnes sur Facebook, de suivre toujours les mêmes personnes sur YouTube, de suivre toujours les mêmes newsletters, de suivre toujours les mêmes livres quand on va, quand on va sur Amazon ou à la Fnac. Donc, le troisième réflexe, quand j'étais avec Ina, c'est de me dire, ok, maintenant il faut que j'aille faire une immersion totale dans le monde des artistes, dans le monde des comédiens, dans le monde des chanteurs, etc. etc. Et ça peut vous sembler anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que notre matière grise, notre ressource, quand on est formateur ou coach, ce sont les idées, point final. Ce sont les idées. Ce n'est pas notre corps,
Il faut avoir une voix, faut qu'elle ne s'étouffe pas en tout cas. Mais globalement, ce qui compte, ce sont les idées. Et la capacité à ce que ces idées soient en mouvement constamment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Or, si on fait une tempête dans une toute petite section de la bibliothèque, ça ne marche pas. Parce qu'on s'enferme sur un certain type d'élèves, certains types de projets qu'on accompagne, certains types d'industries. Donc toujours avoir cette vigilance, toujours avoir ce regard sur soi-même et sur ses inspirations et ne jamais tomber justement dans l'espionnage de la concurrence, qui est le pire pour un formateur. C'est-à-dire de prendre un modèle, un seul, et de se dire, lui, ce mec-là, ce qu'il fait, ça a l'air de marcher, je copie. Voilà, et hop, je prends tout. Moi, je souris toujours parce que je vois mes cours qui sont volés. Alors là, ça atteint des niveaux. En ce moment, mais les slides de mes cours, les gens n'enlèvent même pas en dessous marqué Alex Dana, qui sont diffusés partout. Bon, mais bon, ça m'embête un peu, mais surtout c'est dommage en fait. C'est dommage pour la personne qui fait ça. C'est vraiment dommage. Parce que le fond du sujet, c'est de réussir à mélanger tout ce que vous voyez, tout ce que vous prenez comme source d'inspiration pour créer quelque chose qui est à vous et qui vous ressemble. Ok ? Donc, poser des questions, cartographier et enfin se former, aller prendre des ressources, c'est ce qui permet de se mettre dans un apprentissage continu. Je reprends l'exemple de Anna, la fille dont je parlais tout à l'heure, qui veut donc devenir Love Coach et qui me dit « j'ai un plan béton, en octobre, je me forme. En novembre, je me lance. » Non-sens. Non-sens absolu. Se former quand on est formateur, quel que soit ce qu'on met derrière formation, lire un livre, écouter un podcast, suivre une vraie formation en présentiel, en ligne, se faire coacher, whatever, c'est un travail vraiment continu. Donc, son comportement, si on fait du changement comportemental, parce que pour ceux qui sont du coaching, vous connaissez ce que c'est le changement comportemental. Le changement comportemental, qui est, enfin moi, l'école de coaching à laquelle je suis la plus attaché, je ne sais pas si on te l'enseigne à Marseille, mais c'est très simple. Vous avez des comportements, vous avez des émotions et vous avez des représentations. Bon. Si on veut aider quelqu'un à évoluer, il ne faut surtout pas se concentrer sur la critique, l'analyse de son comportement. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un tu devrais arrêter de fumer, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un tu devrais prendre la parole en réunion, au lieu de rester muet, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un tu ne devrais, pour prendre mon exemple de la fille, tu ne devrais pas te former en octobre. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'émotion que la personne ressent qui explique ce comportement. Et comprendre que la personne qui ne prend pas la parole en réunion, parce qu'elle a une émotion qui est la peur, par exemple, ou une émotion qui est le désintérêt total, ou autre chose. Et derrière, il faut comprendre la représentation qui nourrit cette émotion. Comme pour Anna, l'émotion qui explique la volonté de se former en octobre, syndrome de l'imposteur. Je ne peux pas me lancer tant que je ne me suis pas formé. Représentation, si je me forme, je vais atteindre un certain niveau qui va ensuite me permettre d'exercer. Et ensuite, et là, le travail intéressant de coaching commence. Il faut questionner cette représentation. D'où vient cette représentation pour Anna ? Elle vient du système scolaire classique. Pour avoir mon bac, il faut que je me forme pour avoir le bac. Je ne peux pas passer le bac si je n'ai pas fait une terminale. C'est impossible. Donc elle fait un parallèle, elle fait une association d'idées entre le fait de se lancer et le fait de passer son bac. Si on prend notre exemple du type qui n'ose pas prendre la parole en public, l'émotion, on va dire que c'est la peur, ou en réunion, la réunion avec ses collègues, on va dire qu'une des émotions possibles, c'est la peur. Représentation, si je prends la parole et que je dis une bêtise, je vais me faire virer. Mais est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est fait virer dans ta boîte parce qu'il avait pris la parole ? Non. Alors, et c'est là où justement le travail devient super intéressant parce que
on peut aller plus loin et comprendre qu'en fait, personne ne s'est fait virer. Par contre, le manager a eu lui-même un comportement qui laissait entendre qu'il ne fallait surtout pas prendre la parole. Mais donc, c'est ce décalage, cette subtilité qu'il faut faire réaliser à la personne qui est coachée, à savoir, le sujet n'est pas que tu n'es pas capable de prendre la parole dans cette réunion, le sujet est plutôt ta réaction par rapport à la posture de ton manager, solution, avoir une discussion avec le manager, avec la personne qui est dans la réunion. Et pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? Je ne sais plus du tout comment on en est arrivé là. Oui. Oui, donc l'apprentissage continu. Donc Anna, elle pense qu'il faut se former et qu'ensuite elle va se lancer. Elle a dit, je vais me former en octobre et en novembre je me lance. Ça marche pas. La seule solution qui est la seule manière d'avancer, c'est l'apprentissage en continu. Il est impossible pour Anna, en 4 semaines, de savoir tout ce qu'il faut savoir sur les relations amoureuses et sur le coaching de couple, ou sur le coaching pour célibataires, etc. Ok ? Donc on a fait le 3, on a fait le 2 aussi. Il nous reste le 1. Alors comment sortir du syndrome de l'imposteur, grâce à la relation qu'on a avec l'élève ? Je repense à quelqu'un que j'ai accompagné qui s'appelle Camille. Camille, on va pas dire son nom de famille quand même. Moi, je m'appelle Camille. Camille est thérapeute du côté de Chamonix. C'est une fille très sympa qui exerçait depuis 1 an et demi, mais avait des difficultés, avait un niveau d'activité qui était assez faible, pas suffisant pour vivre en tout cas. En creusant au fil des sessions ce qui se passait avec Camille, on réalise qu'à certaines séances, elle ne se sent pas du tout à l'aise. Logiquement, comme elle ne se sent pas à l'aise, les personnes ne sont pas très contentes de ce qui s'est passé et ne reviennent pas. Donc elle a, si on prend des termes économiques, un problème de rétention client. Rétention. Pourquoi les séances se passent mal ? Les séances se passent mal si on dissèque le déroulé, parce que la personne arrive, Camille lui pose des questions, Camille applique sa thérapie, et ensuite c'est la fin, au revoir. Je pose la question suivante à Camille. Qu'est-ce que tu te dis le soir quand tu as fini ta journée de travail ? Réponse, tous les soirs, je me demande, je suis morte de trouille, je me demande si les gens ont aimé ou pas. Je suis morte de trouille. Ça l'obsède, ça la terrorise. Extrêmement classique comme syndrome chez les formateurs, chez les coachs, de se demander profondément si ce qu'ils ont fait a été utile ou pas. C'est très, enfin peut-être certains l'ont vécu, moi je l'ai vécu plein de fois, peut-être certains l'ont déjà vécu aussi ici, mais quand on voit un autre formateur, un autre coach dans cette situation, c'est toujours très sensible, tu vois, que ça se voit de l'extérieur, qui est vraiment la fin de session où la personne est là, bon, salut, je rentre chez moi, et c'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, profondément, encore une fois, ce métier ne peut pas être un métier où on serre des boulons. Ne peut être qu'un métier émotionnel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez coaché pendant 1 heure, vous avez donné une formation pendant 2 heures, vous avez été maître de conférence pendant 4 heures, vous avez envoyé de l'énergie, vous ne pouvez tenir que si vous en récupérez dans l'autre sens. Donc, recommandation simple pour Camille, demande à la fin de chacune de ces sessions, est-ce que ça vous a plu ? Ouvre simplement la porte au fait qu'on te dise merci. Et ça, dans la relation à l'élève, dans la relation à la personne qui est formée,
c'est absolument indispensable. De se mettre dans une situation où vous avez du feedback. Et pas juste du feedback qui est « oh, je t'adore », machin. Du feedback aussi qui permet de s'améliorer. Le premier truc que vous devez faire quand vous commencez à former, à coacher, c'est de systématiser dans votre activité les questionnaires de post-formation, de post-coaching, avec des questions ouvertes, avec des questions fermées, pour avoir à la fois déjà le retour, parce que vous serez tous très bons, le shot de dopamine positif, c'est cool, et ils ont adoré, mais aussi pour avoir ce qui permet de s'améliorer. C'est essentiel. Absolument essentiel. Dans cette relation à l'élève, qu'est-ce qui se passe? En fait, il se passe là encore 3 choses. Il se passe premièrement le principe de réciprocité. C'est ce que je viens d'énoncer. Un formateur, un coach ne peut surmonter son syndrome de l'imposteur que s'il crée des relations avec de la réciprocité. À savoir, j'écoute le feedback de l'autre, je sais ce que l'autre a pensé de moi. Ce qu'il faut pour transformer, sublimer la vie des profs de l'éducation nationale, c'est pas d'augmenter le salaire, même si ce serait pas mal, c'est simplement de permettre aux élèves de noter. C'est de permettre aux élèves d'avoir sur le site du lycée comment on appelle ça, le livre d'or, avec des témoignages. Vous n'avez pas idée du shot de dopamine, du boost de motivation que ça ferait aux profs. Moi je vois, parce qu'on est dans une équipe de 25 mentors chez l'élève, dès qu'il y a un avis, ils sont là. C'est des souris, quoi. Ils courent partout. Donc, principe de réciprocité. La deuxième chose qui permet de sortir du syndrome de l'imposteur quand on est formateur, quand on est coach, c'est de comprendre que vous êtes dans une activité de relation et non une activité de transaction. Si je suis un vendeur de stylos, tu m'achètes ce stylo, je te donne ce stylo. Et ça s'arrête là, quoi. Donc si le stylo que j'ai donné n'est pas vert alors qu'il y a un bouchon vert, qu'il est rouge, j'ai pas fait mon boulot de vendeur de stylo vert. Mais là, on n'est pas en train de parler de vendre des chemises, de vendre des stylos ou de vendre des voitures. On est en train de parler d'apprentissage. Et donc, ça ne repose pas que sur vous. Ça repose sur plein d'éléments. Ça repose sur la volonté de la personne en face. Ça repose sur son histoire, ce qui est différent de sa volonté. Ça repose sur son entourage, que vous ne maîtrisez pas forcément. Ça repose sur un contexte, ça repose sur des événements qui vont se passer dans le futur. Donc à chaque fois que vous vous enfermez de manière obsessionnelle dans le schéma, est-ce que j'ai délivré le service rendu, est-ce que j'ai donné la prestation, vous comparez à un chauffeur Uber, globalement. Est-ce que j'ai amené quelqu'un d'un point A à un point B en 12 minutes? Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer la formation et le coaching comme un truc ésotérique, on raconte des choses et puis on ne sait pas trop ce qui tombe. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'il faut être attaché à la relation que vous créez avec l'élève et à la capacité à créer le plus vite possible une relation qui va durer durant très 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 longtemps. Je reprends cette prof de maths qui, moi, m'a donné des cours de maths quand j'avais 19 ans. Si on regarde ça sous l'angle de la transaction, j'ai reçu des cours de maths, j'ai appris à faire je me rappelle de rien, c'est horrible, des probas aléatoires, voilà, un truc ça devait s'appeler comme ça, ou des fonctions aléatoires, je ne sais plus. Et j'ai eu une note qui n'était pas mauvaise. Mais en fait, c'est pas du tout ça que m'a apporté cette prof.
sans elle, j'aurais jamais eu le courage de lancer Live Mentor, j'aurais jamais découvert certains ouvrages. C'est elle qui m'a fait connaître Montessori, c'est elle qui m'a fait connaître Steiner. Encore aujourd'hui, je pense que certaines choses que je réalise sont grâce à elle. Et c'est toujours d'ailleurs intéressant, posez-vous cette question ou demandez à quelqu'un de vous la poser, mais demander à quelqu'un quel est le prof qui t'a le plus marqué dans ta vie. Et vous allez voir que les profs, ou les formateurs, ou les coachs créent des souvenirs bien plus forts que d'autres activités, que ce soit plombier, boulanger, whatever, quoi. Voilà. Donc, on est bien sur un impact long terme. Très 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 long terme. Un biais dans lequel justement certaines cases qu'on a identifiées peuvent être, c'est l'obsession du résultat court terme. C'est de mettre la pression énorme à l'élève. Pas assez vite, ça va pas. C'est d'essayer de calquer un rythme, une projection. Ok ? Donc le deuxième changement de paradigme, après la réciprocité et après la relation, enfin le troisième changement de paradigme, après la réciprocité, après la relation, c'est justement la fin. Alors, on va finir là-dessus. Tiens. Le risque, quand on est formateur, quand on est coach, c'est de se croire omniscient. C'est de se croire tout-puissant. C'est de se laisser complètement déborder par son ego. Assez fréquent dans le monde des formateurs et des coachs. Pourquoi ? Parce que si vous allez trop loin dans le principe de réciprocité, vous êtes Dieu sur terre, quoi. Et le problème de ça, c'est que ça va à l'encontre de la première règle de toute pédagogie, on a plusieurs mentors. On a plusieurs sources d'inspiration. Et donc vous avez la responsabilité pour vos élèves, pour les gens que vous accompagnez, d'un moment dire mon rôle s'arrête là et tu continues ton chemin seul ou avec X ou avec Y ou autrement et on se recroisera peut-être et on gardera relation d'une certaine manière ou d'une autre manière, mais de ne pas vous enfermer dans la relation avec vos élèves. Et ça, c'est super, 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 super important. Donc, c'est ce qu'on appelle en coaching le fait de responsabiliser l'autre, de lui expliquer c'est son succès, c'est sa réussite, et non pas la nôtre en tant que coach ou en tant que formateur. Les personnes qui arrivent à faire ça vont beaucoup plus loin que ceux qui n'arrivent pas à lâcher leurs élèves ou les personnes qu'ils coachent. Appliquer ce troisième principe, c'est d'ailleurs ce qui vous permet en tant que formateur de comprendre à quel point il est assez magique de voir des relations se créer entre les élèves que vous avez formés, de voir des relations se créer entre les anciens et les nouveaux élèves sans que vous soyez là, sans que vous ayez besoin d'être là. Et ça, c'est complètement magique. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le coup. C'est très bien. Et si on prend les plus grandes institutions académiques de ce monde, Stanford, Harvard, Montessori, School of Life, etc. Moi, j'adore prendre Montessori en exemple. Donc on va reprendre Montessori en exemple. Qu'est-ce qui est merveilleux dans Montessori ? Maria Montessori est morte, désolé. Mais si vous allez à une réunion, si vous voyez dans la rue deux personnes commencer à discuter et il y en a une qui dit tiens, moi j'étais à l'école Montessori quand j'étais enfant, et l'autre dit attends, mais pas possible, moi aussi j'y étais, et là automatiquement il y a un lien qui se crée. Un lien super fort. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir meilleurs amis du monde, mais il y a un lien, une proximité, une complicité, un langage commun qui est exceptionnel. Et ça, c'est parce que la pédagogie de Montessori
a été diffusé par des enseignants qui ont compris qu'à un moment leur rôle s'arrêtait, qui ont compris qu'à un moment l'élève s'approprie ce qu'il a appris et de cette appropriation ensuite il en fait ce qu'il veut et il l'utilise, il en parle avec d'autres personnes qui ont suivi la même formation, etc. etc. Et ça c'est exceptionnel. Ok ? On va passer aux questions-réponses, sachant qu'il y a parfois des affrontements devant nos bureaux, il faut en être conscient. Les bruits que vous entendez sont peut-être de cette... Ah oui ? Oui, peut-être, mais nous allons... T'as prévu des lacrymos pour sortir ? Nous avons prévu des armes. Ah, il y a un truc ? Nous avons prévu, grâce à Arslan, que nous allons envoyer gérer la situation. Non, mais c'est vrai qu'il y a parfois des affrontements, mais voilà, ce sont deux mondes qui s'affrontent d'une certaine manière. Ok, alors est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a vu ? Oui. Vas-y. Ça m'a beaucoup intéressé l'exemple de Solange te parle. Ouais. Parce que du coup, tu es intervenu pour quelque chose que finalement tu ne maîtrisais pas à la base et c'est grâce aux questions-réponses que tu as réussi, comme tu dis, à cartographier. Ouais. Et ça me paraît aller à l'encontre de l'idée de finalement trouver sa niche en fait. Enfin, alors, oui, c'est bien que tu poses cette question. Donc, effectivement, quand on se lance dans la formation et le coaching, pour prendre confiance en soi, pour lutter contre le syndrome de l'imposteur et aussi pour réussir à donner confiance à des gens qui pourraient bosser avec vous, il est très utile de choisir une spécialisation. De dire, ok, moi, ce que je sais faire, ce que je maîtrise, ce par quoi je vais commencer, c'est la formation en pâtisserie pour des gens qui veulent passer le CAP pâtisserie. Sauf que si ce choix est le bon choix pour démarrer, c'est le très mauvais choix pour finir. Dans la formation et le coaching, plus que partout ailleurs, il faut partir de cette spécialisation et ensuite l'enrichir avec un domaine A, un domaine B, un domaine C, un domaine D, un domaine E. Mais là où pour certaines personnes que d'autres appellent les slashers, vous allez avoir des parcours comme pendant 2 ans je suis graphiste et puis pendant 3 ans je suis blogueur culinaire et après pendant 4 ans je suis plombier, avec des transitions super marquées. Vous ne voulez pas faire ça, vous. Vous ne voulez pas abandonner ce par quoi vous avez commencé. Vous ne voulez pas avoir des séparations marquées et vous dire à partir de maintenant, je fais un autre type de formation et j'oublie comment ce qui s'est passé. Au contraire, vous voulez aller piocher ici, mais le réintégrer là, vous piochez ça et le réintégrer là, piochez ça, le réintégrer là. Quand j'ai commencé à coacher Ina, je n'ai pas oublié tout ce que j'avais fait auparavant. Et d'ailleurs, ça m'a été utile à certains moments de l'accompagnement avec elle. Donc, c'est ce travail effectivement de mélange qu'il faut faire au bout d'un moment, dès qu'on a confiance dans ce qu'on fait, dès qu'on commence à avoir un réseau d'élèves, dès qu'on commence à avoir un premier socle d'activité, très vite, ne pas se mettre de barrières et ne pas se laisser enfermer dans la spécialisation. Ça répond à ta question ? Oui. D'accord. Enfin, c'est une idée divergente de ce que j'ai l'habitude de voir, mais oui, ça répond. Encore une fois, hein, je ne suis pas contre la spécialisation, je nuance juste le propos en disant s'il est très utile de se spécialiser en démarrage, il est extrêmement dangereux pour un freelance et un coach de se laisser enfermer dans sa spécialisation. La seule priorité, encore une fois, est de créer son propre univers. J'ai vraiment vu une vidéo avec une pyramide. Donc on commence par être généraliste. En France, notamment, les écoles d'ingénieurs, plus c'est généraliste, mieux c'est. Oui. Donc on commence, on sait tout faire, et puis petit à petit, on trouve sa spécialité, et puis à terme, on devient une star d'un domaine très précis. Oui, mais là où cette vidéo est imparfaite, c'est que ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'ici, effectivement, tu as une base. Ici, tu as quelque chose qui est raffiné. Ici, tu as une expertise. Mais à ce moment-là, quand tu es en expertise, tu commences à aller piocher un peu partout.
Et il faut faire vraiment très attention. J'ai répété plein de fois, moi, les bienfaits de la spécialisation. Et je continue de le dire pour tous les gens qui démarrent, pour tous les gens qui débutent. C'est extrêmement utile. Là, on est en train de donner le chemin sur plusieurs années. OK ? Oui. Moi, pendant 4 ans, j'ai donné des cours particuliers d'économie. Point final. Et c'est vraiment ça qui m'a donné confiance. Qui d'autre ? Toi, tu avais une question ? J'ai vu une main se lever qui maintenant ne se lève plus. Oui. Moi, j'ai une question en fait au sujet d'un mot qui est le tutorat. Parce qu'en fait, Ouais. c'est un terme qui n'a pas été utilisé Oui, c'est raison. jusqu'à présent. Et des fois, justement, on demande de faire un tutorat. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est le tutorat exactement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce terme-là, en fait, exactement. Le tutorat, c'est un tuto, comme le dit son acronyme. C'est expliquer de A à Z quelque chose qui doit être réalisé. Le tutorat, c'est je décompose étape par étape une tâche un peu grande. Le tutorat, c'est la capacité à prendre par la main un élève et lui dire on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. En fait, tu veux dire qu'il n'y a pas d'interaction, c'est ça Tu peux avoir une interaction, mais c'est pas tant le but. Quand tu as une posture de tuteur, quand tu es dans une démarche où tu fais un tuto ou tu fais un tutorat, tu dois justement essayer de le faire de sorte à ce que ça soit tellement limpide, tellement clair que la personne puisse le suivre sans même te poser une question. Quel est le risque quand ton approche, ta pédagogie est trop tutorée ? C'est toujours la même chose, c'est que tu vas avoir des élèves qui manquent de vision globale. Tu vas avoir des élèves qui sont obnubilés par le fait de respecter étape A, étape B, étape C, étape D, et qui ne vont pas savoir où se positionner par rapport à ça. Quel est ton domaine à toi ? J'ai l'impression, moi je suis dans l'analytique, en fait, la conversion, Ouais. tout ce qui est web analytique. Ouais. Et c'est vrai, j'interviens de temps en temps dans une école, et c'est vrai qu'on doit faire un tutorat via une plateforme. Et du coup, en fait, je me posais la question, qu'est-ce que vraiment on attend ? Peut-être qu'on n'utilise pas forcément ce terme aussi Dans sa bonne définition. Définition aussi, je me dis ça. Et toi, tu veux lancer des formations ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pour l'instant, je travaille plutôt pour une école et aussi à l'université. Ouais. Mais je pense peut-être pour plus tard, en effet, faire ça. D'accord. Donc, pour l'instant, je suis encore... Très clair. Voilà. Ouais. Moi, j'ai un autre. Je suis aussi dans le domaine de la tech et c'est quelque chose que j'ai envie de faire souvent, c'est de participer à des meet-ups, d'être présentateur dans des meet-ups ou dans des conférences. Mais j'ai la peur de me présenter en fait, devant des gens que je sais plus expérimentés que moi, meilleurs que moi, et du coup, je me demande comment je pourrais aborder cette situation-là pour dépasser cette peur-là. Quel est ton objectif en allant présenter dans ces meet-ups ? En fait, c'est de pouvoir partager des choses, par exemple, sur lesquelles j'ai travaillé, ou bien le fait de partager dans la communauté, et aussi c'est le côté transmission, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc tu veux partager une réalisation ? oui, une réalisation ou une découverte, ou bien... Très bien. Si Arslan me voit, si on peut juste, moi j'étouffe complètement, je ne sais pas pour vous, mais si on peut ouvrir juste les portes pour aérer, sinon je vais décéder sur place. Je vais tomber dans les pommes. Donc tu veux partager une réalisation. Alors, tu es, à ton avis, dans quelle case tu es enfermé ? Tu te rappelles les cases qu'on a vues tout à l'heure ? Oui, tu es surtout enfermé dans la case maître de conférence. Donc, tu es persuadé que le fait de prendre la parole devant ces personnes équivaut à faire ce que fait le maître de conférence à l'université, à savoir être le mec avec le plus gros cerveau de la pièce, qui va déclamer son cours, qui va proclamer son cours,
et qui doit dire plein de mots que les gens ne comprennent pas, comme le fait très bien un maître de conférence à Assas. Mais toi, ta volonté ici, elle est complètement différente. Elle est de partager une réalisation, de partager quelque chose que tu as vécu toi. Donc, seul toi peux le connaître. Personne dans la salle, personne dans l'auditoire ne serait capable de le raconter mieux que toi, puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Donc, si tu t'enfermes dans la posture du maître de conférence, tu ressentiras toujours du stress et tu ne seras pas capable d'avoir une bonne pédagogie. Si au contraire, tu joues avec les postures et tu te dis, bah là je suis d'ailleurs plutôt dans le tutorat peut-être, je vais décomposer ce que j'ai vécu et le raconter de la manière la plus claire possible. Ou je suis dans l'approche du consultant, je vais essayer de partir de mon expérience, de partir de ce que j'ai vécu pour le synthétiser sous forme de parcours et le partager. Là, tu seras beaucoup plus à l'aise. OK ? Avant qu'on fasse les coachings, d'autres questions ? Oui. Non, mais vas-y, je vais te poser. Moi, je suis venue là quand j'ai lu Comment surmonter le syndrome de l'imposteur. Ça me renvoie à une question, c'est à partir de quand on peut considérer qu'on est légitime. Moi, c'est voilà, à partir. Mais faut... elle est un peu plus ouverte cette question-là, mais moi, c'est un peu le truc qui en boucle. La réponse est simple. La réponse est simple. C'est quand tu le décides. Il n'y a que toi qui peux savoir. Oui, c'est ça. C'est vraiment, J'ai pas grand-chose de plus à dire que Sylvie. Mais je te renverrai aussi au réflexe que j'ai donné, à savoir dans la relation avec l'élève, le fait de demander à l'autre ce qu'il en a pensé, le fait d'obtenir un feedback va te permettre de te sentir légitime puisque tu auras des gens qui te diront merci tout simplement. Tu vas avoir, si tu te dis, parce que tu as un driver qui t'appelle Sois parfait, je veux tout savoir sur tout, tu vas mettre un moment à te sentir légitime. Si tu arrives à lâcher ce driver-là, en disant mais moi ce qui m'intéresse c'est la relation, c'est l'échange, c'est d'avancer et d'être à parité avec mon élève, et je décide maintenant que je suis la bonne personne pour lui, tu vas poursuivre, c'est plus simple. Et tu passeras à la télé comme Sylvie pour présenter ta pédagogie. À toi. Du coup, juste pour rebondir, je trouve ça très intéressant parce que, comment dire ça avec les pincettes, je suis beaucoup plus jeune que toi. Du coup, j'ai pas mis de pincettes et je me rends compte que le sentiment de ne pas être prêt, il est toujours présent et qu'en fait, je n'ai pas l'excuse de me dire quand je serai plus vieux, ça ira mieux. Quoi. Du coup, c'est intéressant. Non, c'est pas une question d'âge. Oui, non, tu vois ce que je veux dire? Là, tu dis 25 ans d'expérience et au final, tu décris ce que je ressens à 24 ans. Quoi. Oui. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'expérience. En fait, moi, je pense que ça revient à ce que... Parce que derrière, on travaille sur soi hein, quand on se forme au coaching. De toute façon, on a un apprentissage continu aussi. C'est en fait Moi, j'ai été conditionné grande école. Enfin, quand je dis je suis urbaniste, c'est que j'ai été conditionné, tu vas être bon élève, tu vas être en scientifique, j'ai fait des mathématiques et de la physique, je ne sais même plus ce que c'est aujourd'hui. J'ai su le faire pour avoir les résultats qu'il fallait à l'instant T. J'ai été conditionné dans cette logique-là où c'était la course au diplôme aussi. Et c'est le diplôme, la compétition, la majeure de promotion. C'était cette logique-là et derrière une super expérience et que je continue. L'urbanisme, c'est aussi, ça continue dans ma vie. Hein, je suis plutôt dans une logique slasher. Et voilà. Et là c'est quelque chose complètement nouveau. Ouais. Donc en fait, là, c'est une nouvelle jeunesse. En fait. Là j'ai 20 ans en coaching. D'accord. À toi. Moi, je sais pas comment faire en fait. Je suis une autodidacte. Moi, l'école, ça n'a jamais été mon truc. Ça ne sera jamais mon truc. Enfin, pas sous cette forme-là. Et je comprends pourquoi il y a autant de stress. Mais bon, moi, j'en ai aussi. Et en fait, moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que j'ai des idées, je sais ce que je veux, mais alors je suis toute seule contre tout le monde. C'est-à-dire que j'ai une casquette d'imposteur par rapport à... parce que justement, j'ai pas suivi le cursus normal, j'ai pas fait les grandes écoles, etc. Mais j'ai eu les super boulots avec les gens qui avaient des grandes écoles. Donc j'ai toujours été là dans leur décor. Non, j'ai pas les diplômes, mais je suis là quand même, toujours là. Et aujourd'hui, ça se reproduit. J'ai un projet, je ne vais pas en parler. Mais quand j'ai des réfractaires, je
je sais pas, mes nerfs ils montent, j'ai du mal à me contrôler en fait. C'est de la colère. Je me dis mais comment je vais faire seul contre tous. Mais tu parles de la relation que tu vas avoir avec les gens que tu vas coacher? Non, pas les gens que je vais coacher, mais je vais avoir besoin de gens pour créer mon projet. Moi, j'ai pas envie de coacher en individuel en fait. En fait, mon objectif à long terme, à moyen terme, c'est de créer une école, c'est de faire quelque chose. D'accord. Après, coacher individuellement, je peux le faire. Je sais comment faire. Je le faisais déjà avant sauvagement, on va dire. J'ai toujours été comme ça, vu que j'ai une grande famille derrière moi. Je suis l'aînée. Mais je sais pas comment en fait, me protéger du jugement des autres qui sont tous en fait contre. Dès que je parle un peu de mon projet, arrête de rêver, mais tu prends pour qui, mais vas-y, fais comme tout le monde. Et moi, je sais que je vais pas faire comme tout le monde, mais je sais pas comment faire en fait. Change d'entourage. Mais moi, j'ai pas mes amis, c'est pas. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Surtout Pour l'instant, j'ai investi pour devenir coach. Alors, je veux dire par là, c'est que moi, je suis coach RNCP depuis que j'ai 2 ans, et je suis signataire de EMCC, qui est un syndicat, qui t'oblige à avoir un superviseur. Donc j'ai quelqu'un qui me supervise, qui est quand je sais toutes ces difficultés, ou par exemple dans un coaching, je sens que j'impose mon schéma de pensée ou que ça ne va pas comme je veux, et j'ai quelqu'un, et c'est obligatoire, je paye des séances pour que justement je sois moi-même l'élève, le coach, qui me coach, qui me redresse et qui puisse lui me faire avancer par rapport à mon objectif. Il va m'aider, moi en tant que coach, à atteindre mon objectif de coaching. Mais moi en fait je recherche plutôt à avoir de nouveaux paradigmes pour justement passer au-delà de tout ça. J'ai pas envie de me faire coacher toute ma vie, je suis déjà autonome et j'ai un mentor. Je suis en train de suivre un diplôme, donc forcément... Allons un peu dans du concret. Quand tu dis que les gens sont contre ton projet, tu penses à qui? Je pense aux gens à qui j'en parle. Alors, à qui tu en parles? Mais je vais en parler à des chefs d'entreprise ou à des chefs d'association. À des associations, par exemple. D'accord. Enfin, voilà, parce que c'est plus quelque chose dans le cadre de l'associatif, finalement. Enfin, et quel est le projet en 2 minutes? Le problème en 2 minutes? Le projet. Quel est le projet? Quel est ton projet? Parce que je veux pas qu'on me vole. Franchement, j'ai pas confiance. Ah, ouais, on part de loin. J'ai pas confiance en Biosphère, elle est vite arrivée, j'ai eu plein d'idées que d'autres ont eu avant moi. D'accord. Qu'on concrétisé avant moi, et franchement, j'ai bientôt 40 ans, j'en ai un peu marre. Alors, ça va être difficile de t'aider. En général, en fait, par exemple, toi, tu as un projet, tu le concrétises, tu en es là aujourd'hui. Non, mais je te dis que ça va être difficile de t'aider si je ne connais pas ton projet. Mais on n'a pas besoin de le connaître. ça peut être utile. Mais en tout cas, je vais te proposer un framework et puis après, on en reparlera si tu veux après en one-to-one. Généralement, quand on lance un projet, on a 3 phases qui se juxtaposent et qui sont, quand elles sont mises dans le désordre, très contre-productives. La première, c'est le constat de désalignement. À savoir, ce qui se passe dans mon quotidien ne me plaît pas. J'ai envie que ça change. Ça fait longtemps que je fais A et j'ai envie de faire B. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est B, mais je sens qu'il y a vraiment un désalignement, ça ne va pas du tout. La deuxième étape sur laquelle tu es bloqué, c'est l'étape d'inspiration. Une fois qu'on a fait le constat de ce désalignement, c'est tellement dur de passer à l'étape 3 qu'on va préciser ensuite, que c'est impossible de le faire si on ne trouve pas des gens qui ont déjà fait ce chemin et qui sont bienveillants et qui ont lancé des projets similaires. Et donc, c'est pour ça que ça aide de parler de son projet, parce que ça permet du coup aux autres de dire je connais un tel qui a fait un projet pas loin, que ça donne un boost absolument énorme. Pour quelqu'un qui se lance en formateur, en système d'information, c'est juste extrêmement utile. Il n'y a pas plus utile que ça de parler ne serait-ce que 5 minutes avec quelqu'un qui s'est lancé il y a 10 ans en tant que formateur en système d'information. Pour quelqu'un qui lance une pâtisserie, il n'y a rien de plus utile, de plus motivant que de parler 15 minutes avec quelqu'un qui a lancé une pâtisserie il y a 10 ans.
Et vraiment, j'insiste, si on parle en termes d'impact en termes de motivation, d'énergie, de passage à l'action, entre ces 15 minutes avec le mec qui est pâtissier depuis 10 ans et consulter toutes les ressources au monde sur le business plan, sur la pâte à gâteau, la culture la cueillette des cerises ou je ne sais quoi, l'impact il est 100 fois, 1000 fois, je ne sais pas, c'est inquantifiable en fait. Mais l'humain est profondément un être social et a profondément d'avoir toujours de l'inspiration de la part d'autrui. Et d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est aussi très dur pour les formateurs et les coachs, c'est parfois de se laisser enfermer dans certaines sources d'inspiration, parce que ça, c'est dans la phase de démarrage, mais en fait, une fois qu'on est lancé, qu'on a une activité, etc., on a encore besoin d'inspiration, on a besoin juste d'une inspiration qui est différente. Et une fois qu'on a donc eu ce shot d'inspiration, c'est ce qui nous permet d'arriver à la troisième étape, qui est l'affirmation. Et c'est quoi l'affirmation? C'est je crée mon site internet, c'est je dis à mes amis, je dis au grand public, voilà, je suis formateur, je me lance dans le coaching, je fais un premier atelier, je fais une première session, je fais quelque chose. J'arrive à m'affirmer. C'est très dur de faire cette étape-là si on n'a pas eu l'inspiration. Et ce schéma-là, globalement, on le retrouve dans tout cycle d'apprentissage. Là, je le fais sur un projet, mais tu peux aussi le faire sur une compétence. Par exemple, je ne me sens pas bon vendeur. Et j'ai un désalignement. J'aimerais être bon vendeur. J'ai l'impression que certains dans ce monde arrivent à imposer leurs idées parce qu'ils savent vendre. Ok, constate des alignements. Inspiration. Quels sont les vendeurs qui m'inspirent? Et quand je dis inspire, c'est pas ceux qui m'intimident. C'est pas ceux où quand je les regarde, je me dis c'est des magiciens, moi je saurais jamais faire ça. Ça c'est pas de l'inspiration, hein. C'est de l'intimidation. Pas pareil. L'inspiration, ça va être les rencontres, ça va être les personnes où je me dis tiens, ce style-là, cette manière de faire là, ça me parle. J'aimerais faire un truc qui ressemble à ça. Et ensuite je peux m'affirmer. 2 dernières questions. Et oui, allez. Qu'est-ce que tu penses du high ticket closing? Ouh là là. Bon alors on va essayer. Mais non, on va en parler. Alors, je reformule la question qu'il a posée. On va prendre un peu de recul pour que ce soit clair pour tout le monde. Quels sont les différents formats qui existent en termes de coaching, en termes de formation, whatever. On va avoir par exemple un livre. J'écris un livre, je publie un livre. On va avoir une formation en présentiel. On va avoir une formation en ligne mais qui est composée de vidéos, donc ce qu'on va appeler une formation en ligne qui est passive. On va avoir une formation en ligne active avec du coaching. Et puis on peut avoir du coaching individuel. Et puis on peut aussi avoir du coaching de groupe. La question que tu me poses, c'est qu'est-ce que je pense des coachs qui se spécialisent dans l'accompagnement de très peu de personnes et qui facturent ça très cher. Mais qu'est-ce que j'en pense moi? Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Je peux te dire premièrement que le but, selon moi, d'un bon pédagogue, c'est d'être curieux, encore une fois, et donc de ne jamais s'enfermer dans un univers. Et si les seules personnes que tu accompagnes sont des personnes qui ont un certain budget et qui peuvent investir certaines sommes, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais en tout cas, ça limite quand même vachement ton regard. Moi, je refuse chaque mois d'accompagner des grosses boîtes. Parce que même si parfois c'est très intéressant, très excitant, au final, je sais toujours que globalement, à ce moment-là, genre 40% au moins de mon job, ça va être ça. Tchic, tchic, tchic. À savoir comprendre le jeu politique entre différents intermédiaires
dans une grosse boîte. C'est ça qui va compter dans la phase commerciale. C'est ça qui va compter dans leur décision de bosser avec moi ou pas. C'est ma capacité à comprendre que A est ami avec B, mais alors attention, B n'est pas ami avec C. Et C, il déteste D. Et donc d'essayer de comprendre, ok, qui est le mec qui a le plus de pouvoir? Bon, c'est lui, d'accord. Donc ça veut dire que quand je vais lui dire que je vais l'accompagner, il faut que je lui dise que ça va être aligné avec ses envies à lui. Tu vois, tout le truc. La formation dans les grandes entreprises, quoi. Et ensuite, au quotidien, pendant que ça dure une semaine, un mois, une journée, bah ça va être ça en face de moi, quoi. Ça va être arrêtez le bac à sable, arrêtez de vous taper dessus. C'est bon, on a compris que vous n'aimez pas, même si vous n'arrivez pas à vous le dire en face, c'est évident, toi tu tires la gueule depuis 4 heures dès qu'il prend la parole, donc on a compris qu'il y avait un problème. Bon. Donc, moi j'ai une approche où je préfère essayer de varier au maximum les formats. Mais vraiment énormément, quoi. Voilà ce que je peux te dire. Donc, je te dirais une deuxième chose. Toi, par rapport à ce que je sais de ton état d'avancement, à savoir que tu n'es pas encore lancé, ne t'enferme pas dans ce truc-là. C'est pas le sujet. Le sujet pour toi, c'est pas de réfléchir pendant des heures sur est-ce que tu vas faire ça ou ça ou ça ou ça. C'est de faire un de ces trucs-là, quoi. C'est de te mettre en action. Donc attention à ne pas te focaliser tes sources d'inspiration. Dernière question? Non? C'est bon? Quelle heure il est? Ah oui, un peu tout. Il est 20h42, putain. Attends, on va faire un dernier exercice avant. On n'aura pas le temps de faire plus. Alors, on va prendre... Tiens, on va prendre toi. Alors, tiens, mets-toi là. On va faire un exercice. Et on va prendre toi. Mets-toi devant, à côté d'elle. Alors, l'exercice est le suivant. Quel est ton domaine de formation ou de coaching? Je suis coach, je suis personal trainer en fait, donc je fais... On aurait pu le deviner un peu. Donc du coaching à domicile, enfin c'est vraiment j'enseigne et j'accompagne à domicile toutes les activités. Et moi je suis plus spécialisée justement sur la gym douce, donc tout ce qui va être pilates yoga. Très bien. Alors, on fait un jeu de rôle. Cette personne vient te voir avec des questions sur ce que tu fais. On va voir comment tu réponds, on va voir comment tu présentes ta pédagogie, on va voir comment tu présentes ton univers et on va voir, toi tu réponds avec le plus d'honnêteté possible sur ton éventuel intérêt pour la gym douce. Et on va voir derrière si tu es enfermé dans certaines postures ou pas. Allez-y. Donc comment ça marche au départ? Eh ben, toi, tu commences en disant « Je m'appelle X et je voudrais en savoir plus sur la gym douce ». Bonjour, je m'appelle Catherine et je viens vous voir parce que je voudrais en savoir plus sur la gym douce. D'accord. Catherine, merci donc de cet intérêt par rapport à la gym douce. Donc moi je suis personal trainer. J'accompagne les gens dans tout ce qui va être bien-être et santé, donc mais à la maison, le côté convivialité, énergie, mais vraiment à domicile pour plus de confort et aussi tout simplement parce que ça permet de gagner du temps. Donc la gym douce, est-ce que vous êtes intéressé par rapport à un gym en particulier, type yoga, pilates? Est-ce que quelque chose vous attire particulièrement? J'ai déjà pratiqué le yoga, le pilates. D'accord, donc les deux disciplines, voilà. Et c'est ce vers quoi vous iriez Oui, j'aimerais bien varier de temps en temps. Donc si je comprends bien, c'est personnalisé. C'est quelque chose de personnalisé, donc c'est vraiment un travail qui va être adapté à vous, à vos pathologies et aussi à votre humeur. L'idée c'est vraiment que vous rentriez d'une journée de travail, j'ai prévu une séance pour vous par rapport à votre plan d'action. L'idée c'est vraiment que, avec la discussion qu'on aura en amont, de me dire si votre journée était plutôt dure ou plutôt au contraire dynamique et que vous avez envie d'une séance plutôt soit qui vous booste ou au contraire qui vous zénifie. Et l'idée c'est vraiment du coaching personnel, donc c'est s'adapter à votre humeur, s'adapter à vos pathologies, s'adapter vraiment complètement à vous, être totalement personnalisable en fait. Donc ça c'est mon rôle et je vous accompagne aussi sur une gym donc, du coup qui vous conviendra
dans toute la sécurité aussi qui pourrait être possible. Donc, c'est-à-dire que moi, je serais très focus sur toute votre position ou autre, de façon à être vraiment très sécuritaire et adapté à vous. Voilà, à peu près. D'accord. Donc tous les mouvements s'adaptent C'est ça. en fonction Les des différentes mouvements pathologies. par rapport, voilà, c'est ça. Ce qui va être adapté aussi à votre forme aussi et à ce que vous pouvez faire tout en étant dans la bienveillance de votre corps, de façon à ne pas vous faire un poirier si vous n'en avez jamais fait dès le départ. Voilà, ça va être l'idée. C'est vraiment d'y aller progressivement par rapport à votre corps et de façon de vraiment vous preniez conscience aussi de votre avancée de façon à y aller progressivement et que vous ayez une certaine confiance en vous qui fait que vous progressez ensemble au fur et à mesure vers une discipline de façon aussi à ce que vous soyez peut-être un peu plus autonome, de faire vos propres exercices chez vous et que vous vous sentiez bien tout simplement. Il y a un premier rendez-vous dans lequel on discute. Je vous Une explique mon anamnèse. état de Ok. forme. Top, c'est bon. Merci beaucoup. On applaudit. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Nous Oui, toi ou les autres? Moi personnellement j'étais un peu stressée parce que j'étais devant et que je me sentais vraiment très observée sur tout ce que je racontais. Mais voilà, c'est à peu près comme ça que je présente aussi. Quand on me pose des questions, j'essaye vraiment d'expliquer comment ça va se passer, ce que je vais essayer d'apporter. Donc je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Moi, j'ai... Là-bas. C'était très clair dans cette présentation. En revanche, il y a très peu d'informations qui sont ressorties sur sa potentielle future cliente. Savoir Yes. L'essence de toute formation, de tout coaching, c'est de créer des relations. Et là, on n'a pas vu la création d'une relation. On a vu la présentation d'une activité. C'est parce que tu m'avais demandé de présenter mon activité. Ah non, ce que j'ai demandé, c'est, j'ai posé le cadre suivant. Toi, tu fais de la gym douce, tu as une personne qui est intéressée par la gym douce. Vous vous rencontrez, voilà ce qui se passe. Et ça peut sembler un peu obsessionnel à vous dire, il est quand même un peu fou, le mec. Genre, globalement, elle a raconté clairement ce qu'elle faisait. Et c'est vrai que tu as raconté très clairement ce que tu faisais. Il n'y a aucun, y a aucun doute, aucune part d'ombre sur ce que tu fais. Tu vois, c'est super clair. Simplement, ce n'est pas du tout ça qui fera la différence dans le développement de ton activité sur les prochaines années. Ce qui fera vraiment la différence, c'est la capacité à connecter avec l'autre tout de suite. Et pour ça, le premier réflexe que tu dois avoir, encore une fois, c'est de poser des questions. Si on reprend ce qui s'est passé, elle a dit, je m'appelle X, Catherine, c'est ça? Oui. Je suis intéressée par la gym douce. Pourquoi êtes-vous intéressée par la gym douce? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous avez des douleurs? Qu'est-ce que vous avez déjà testé? Et toi, tu es arrivé avec un truc qu'on peut tous avoir un peu quand il y a le syndrome de l'imposteur qui pointe, à savoir, ok, mais en fait, il y a genre zéro stress, parce que le vrai sujet est de comprendre son besoin à elle. C'est vraiment ça qu'il faut. Est-ce que du coup, là où ça m'a emmené justement de dire ça, c'est qu'en fait au départ j'ai commencé avec des questions ouvertes, mais c'est vrai qu'on revenait très vite. Je sais que moi j'avais posé, mais pourquoi, je suis pas dans ces termes en disant pourquoi vous êtes intéressé, mais qu'est-ce qui vous amène à la gym douce, Oui, tu as demandé est-ce que vous avez déjà fait du pilate ou autre chose. Et elle a dit oui. On est revenu sur oui, je suis yoga et pilate. Je sentais qu'il y avait pas, donc il y avait besoin d'une explication de mais qu'est-ce que c'est quoi en fait. Donc c'est pour ça que j'étais. Non, il n'y avait pas forcément. Il y avait une réaction possible de ta part qui est de dire ok, pendant combien de temps vous avez fait du yoga? Dans quel cadre? Pourquoi vous en avez fait? Pourquoi vous en faites plus aujourd'hui d'ailleurs? Donc qu'est-ce que vous recherchez de différent? Et ça, si vous arrivez à le mettre en place dans toute votre activité, en fait, ça a plein d'avantages. Déjà, ça explose le syndrome de l'imposteur parce qu'au lieu de penser à ce qui se passe chez vous, vous pensez à ce qui se passe chez l'autre. Deuxièmement, c'est la meilleure manière d'avoir un groupe de personnes qui se fédèrent autour de vous et qui commencent à se dire attends, mais en fait, elle s'intéresse vraiment à ce que je fais, elle s'intéresse vraiment aux problématiques de chacun de ses élèves, elle essaie vraiment de comprendre ma situation, elle m'a vraiment écouté, etc., etc. Et derrière, ça t'ouvre des portes juste infinies.
Ok, bon, merci d'être passé, c'est pas de marrant. Présentation, si on met les slides en 2 minutes, tiens. Qu'est-ce qu'il y avait d'ailleurs? Bah attends, mais monte. Qu'est-ce qu'il y avait du coup dans les slides? Qu'est-ce que j'avais mis avant? Attends, on voit plus rien là. Ah merde. Ça, il marche plus. Non, ça marche. Attends. Je crois qu'on n'y arrivera pas, ça, non. Si. Et tiens. Vous verrez que ce qu'il a fait, c'était beaucoup mieux au final. Il est gentil. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, ça c'était le titre. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop, on n'a pas trop défini ce que c'était que les syndromes de l'imposteur, mais pour revenir dessus en 2 secondes, ce qui peut se passer quand on est formateur ou coach, c'est donc le doute maladif, à savoir le temps qu'on perd avant d'être en formation, avant d'être en coaching à douter, ce qui est du temps où vous travaillez. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas payé que vous ne travaillez pas, c'est du temps qui est du travail, mais en plus pas du travail très plaisant. La remise en question permanente, ce qui du coup fait qu'on n'est pas avec ses élèves, donc c'est encore une fois le double effet qui se coule négatif. C'est pas agréable pour vous, c'est pas bon pour les élèves. L'impression de duper les autres, le dénigrement de votre succès, ça c'est très fréquent aussi chez les coachs et les formateurs. C'est le formateur qui se présente, raconte ce qu'il fait sous la forme ouais, bah, je raconte des trucs sur l'apprentissage de l'anglais, ouais, tu fais ça quoi. Mais ça en fait c'est encore une fois quelqu'un qui est enfermé dans une posture, et souvent la posture du formateur à l'extrême qui n'écoute pas les élèves, qui ne se rend pas compte des transformations potentielles qu'il peut y avoir chez ses élèves. La peur d'être démasqué, parce que ça c'est la peur de la question piège. Il n'y a aucun problème, je ne sais pas si on l'a dit, à répondre sur une question, j'en sais rien. Moi ça m'arrive toutes les semaines, j'en sais rien, je sais pas. Mais on peut trouver ensemble. Impression de ne jamais en faire assez. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre après? Vous reconnaissez. C'est marrant, tu avais mis des petits... C'est sympa ça. Ouais. Les conséquences, le stress, oui, la confiance, s'épuiser évidemment, et faire de ses compétences son projet. Comment s'en défaire? Bon, tout ce qu'on en a raconté après. Tout ce que je viens de présenter là, ça fait partie des enseignements tirés à l'issue d'une formation en ligne qu'on a animée sur les 3 derniers mois, qui s'appelle Socrate, que Sylvie fait partie des premières alumni, qui est une formation pour formateurs qui dure 3 mois et dans laquelle on essaye d'accompagner nos élèves formateurs dans le développement de leur activité. Alors il y a plusieurs modules. Il y a des modules sur justement ce qu'on a vu pas mal aujourd'hui, les différents rôles. Des modules sur la création de votre univers, la création de votre notoriété, la création de votre marque personnelle, la création de votre réputation sur un sujet donné. Des modules plus techniques sur comment on utilise YouTube ou Facebook ou Instagram ou autre chose pour se faire connaître. Un module administratif sur c'est quoi la formation en France. Alors, c'est pas mon module préféré, comme vous pouvez l'entendre, mais comment permettre aux gens de se faire financer vos formations via Pôle emploi ou via le CPF, et plein d'autres choses, les OPCO, enfin, il y a plein d'autres choses qui existent. Tous ces modules en fait sont une branche de la formation. Il y a 2 autres branches. Il y a la branche coaching, donc chaque élève a un mentor référent avec qui il peut échanger durant les 12 semaines. Chaque élève peut également suivre des sessions de coaching collectif avec d'autres élèves. Il y en a une par jour en moyenne qui est organisée sur un thème donné, référencement naturel ou autre chose. Et puis le 3e brique qui a été assez impressionnante dans le batch numéro 1, c'est ce qui se passe entre les élèves formateurs eux-mêmes. Et là, c'est vrai qu'on a du truc assez génial, comme des élèves qui ont créé des binômes de travail, comme des élèves qui ont créé des groupes de travail où ils se retrouvaient tous les lundis, comme des élèves qui ont fait des partenariats, comme des élèves qui ont donné des cours eux-mêmes, qui ont dit bah, « moi je peux donner un cours sur les relations presse ». Moi, je peux donner un cours sur comment enregistrer des vidéos de formation avec OBS, qui est un logiciel.
Honnêtement, je ne sais pas si on aura à chaque fois ce niveau d'engagement, parce que c'était quand même assez... Enfin, moi, j'avais jamais vu ça chez Alimentor. C'est assez particulier. Mais ça fait en fait vraiment partie de l'expérience, quoi. De se dire, je ne vais pas rester seul et je vais me créer des groupes de travail et je vais profiter d'être dans un écosystème de personnes qui ont le même objectif, développer leur activité de formateur. 3 exemples d'alumni sur la... Mais Sylvie, je suis désolé, tu n'es pas dans la slide, mais elle est là, c'est encore mieux. Ah, tu es peut-être derrière, oui. Hervé, lui, est prof à l'éducation nationale. Il vient de se mettre en congé pour lancer ses formations en ligne en physique. Donc lui, il a des problématiques classiques pour des gens qui sont en soutien scolaire, à savoir comment parler à des élèves, mais aussi à leurs parents. Ce qui donc a plein d'impact en termes de communication, de marketing. C'est un mec assez exceptionnel, alors qui, c'est pas grâce à nous, hein, je le dis tout de suite, est passé sur France 2, si je dis pas de bêtises, ou sur France 3, pardon, durant Socrate. Et là, on était bon, faut aller l'interroger sur comment il a fait, parce que on promet pas ça, on promet pas à chaque alumni de passer sur France 3. Ouais, il y a un truc chez Hervé, quoi. Mathilde, bon, ça c'est une de mes alumni préférées, c'est une fille qui a un parcours absolument dingue, enfin qui a été victime d'une maladie rare qui fait qu'elle peut enseigner que en ligne et à distance, et elle enseigne la SVT. Et elle a cette activité qui tourne maintenant depuis plusieurs années. Et là, elle est venue sur Socrate avec un impératif, non pas je veux démarrer mon activité, parce que son activité était déjà très bien démarrée, mais plutôt je veux passer à un cap, je veux avancer. Et pour elle, ça consistait à sortir d'autres formats justement de formation. Elle a fait beaucoup de cours particuliers, beaucoup de cours collectifs. Et là, elle voudrait des formations plus passives, avec moins d'intervention de sa part. Isabelle, dans le sud de la France, alors ça c'est un autre profil super intéressant, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'élèves chez Alimentor, a plusieurs activités. Elle vend ses dessins, elle vend ses peintures, elle donne aussi des cours en présentiel, et à côté elle a un site de formation en ligne sur le dessin qui s'appelle Cours Pastel Sec. Bon. Le profil des élèves, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui n'ont rien lancé en termes de formation, des gens qui sont déjà lancés. On ne fonctionne que sur candidature pour une raison simple. Je ne veux pas me retrouver avec que des formateurs dans la même thématique. Donc, quand j'ai recruté le premier batch Socrate, c'était super important pour moi d'avoir des experts de la prise de parole, des gens dans les maths, des gens dans le dessin, des gens dans la physique. Oui, bah, tu vois, formatrice et consultante RH, formateur en programmation web, développement personnel et web marketing, formation en éducation financière. Donc, essayer d'avoir de la diversité, ça c'est un truc qui compte beaucoup pour nous, parce qu'on sait que derrière, ça joue côté élève. Si vous êtes formateur en développement web et vous vous retrouvez avec 70 autres formateurs en développement web, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il va se créer beaucoup de comparaisons, il va se créer beaucoup de concurrence. Et puis vous allez tous avoir les mêmes réflexes, ça ne fait pas monter vers le haut. Ok. Quoi d'autre? Bah, ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, ça dure 3 mois. La prochaine session est en 4 novembre, décembre, janvier. Session individuelle de coaching, accès à vie aux vidéos. Cas pratique, bonus, PDF, template, communauté privée. Les frais d'inscription sont de 1 500 € payables en 4 mensualités. Vous pouvez monter un dossier de financement avec Pôle emploi par exemple. Ça prend du temps, ça c'est chiant, mais on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Du coup, si vous voulez présenter un dossier de candidature, bah, il suffit de vous tourner vers Alexandre, juste derrière mon homonyme avec les lunettes, de lui donner vos coordonnées, ou Arslan qui est juste là, et pour qu'ensuite eux ils puissent vous dire bah, déjà le processus de candidature, ce à quoi il faut répondre, les objectifs qu'on vous demande de verbaliser, et qu'ils puissent vous informer aussi sur le remplissage en cours de ce deuxième batch pour savoir où on en est. Et je crois que c'est bon. Ok.
Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.